Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le 15e sommet de la francophonie, le carnage à Kano avec ce double attentat de la secte islamiste Boko Haram et puis la pause dans les pourparlers intermaliens d'Alger. Telles seront les principales articulations de ce débat du dimanche avec nous dans le studio. Adam Cham du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Makan Kone de Nouvelle Libération et Serge Daniel, journaliste écrivain. Le successeur du président Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie est en fait une successeuse, selon une successeur avec eux à la fin. Michaëlle Jean, ancienne présentatrice vedette de la télévision nationale et ancienne gouverneure du Canada, présidera désormais aux destinées de l'OIF. Tel fait partie des principales issues du 15e sommet de l'organisation qui vient de s'achever à Dakar, au Sénégal. Qui est Michaëlle Jean? Son portrait ici avec Albertine Dotsin. Bonsoir. Le téléjournal avec Michaëlle Jean. La formule est bien connue, le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. La présentatrice vedette de la télévision publique canadienne, plusieurs fois récompensée pour son travail, va très vite en faire la démonstration. C'est Gérald Tremblay qui deviendra le premier maire de la nouvelle mégaville. Ce jour-là, elle ignore encore que 4 ans plus tard, elle fera à son tour la une de l'actualité. Michaëlle Jean devient gouverneur général du Canada, poste honorifique pour certains. À ses détracteurs, elle réplique « C'est bien en tant que chef d'État-commandant en chef des forces armées canadiennes qu'elle a bien été reçue à travers le monde ». Je suis arrivée là, réfugiée, et me voilà aujourd'hui à la tête de la plus haute institution de l'État. Le protocole veut qu'on l'appelle son Excellence la très honorable Michaëlle Jean. On est bien loin du régime des Duvalier en Haïti, sous lequel elle fit ses premiers pas avant de fuir avec sa famille la violence et la pauvreté. Le déracinement à l'âge de 10 ans. Alors qu'en janvier 2010, un tremblement de terre ravage son pays natal, ce n'est peut-être pas que la gouverneure générale du Canada qui s'exprime devant les parlementaires canadiens. Cette même année, son mandat de gouverneur s'achève. L'UNESCO en fait sa représentante spéciale en Haïti. C'est un pays où, à l'ordre des priorités, l'éducation est toujours au premier plan. Michaëlle Jean parle couramment 5 langues, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le créole et bien évidemment le français. Elle ira aux Jeux Olympiques de Londres en tant que grand témoin de la francophonie avec pour mission de promouvoir la langue française. Aujourd'hui, secrétaire générale de l'OIF, elle veut faire de la francophonie un outil de développement. S'assurer que des pays moins développés, des pays en développement, des pays qui visent l'émergence, puissent s'insérer sur la scène économique mondiale. À sa longue liste de titres et de récompenses, Michaëlle Jean peut désormais ajouter une nouvelle adresse sur sa carte de visite, avenue Bosquet à Paris, siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, Makan Kone, ils étaient 5, mais c'est finalement elle qui a été choisie. Michaëlle Jean, surpris? Non, pas du tout. Je crois que tout le monde s'attendait plus ou moins à ce que cette dame, d'abord, depuis un certain temps qu'on parle d'elle, et puis vu son parcours, même moi je crois que ce n'est pas un très mauvais choix. Mais je crois que ce qui est important à signaler, et que je voulais dire peut-être juste un peu par humour, c'est de remercier les chefs d'État africains pour avoir fait perdre à l'Afrique un poste qu'il a gardé depuis, que le continent a gardé depuis 1997. Et puis féliciter quand même le président Hollande qui a saisi l'occasion pour répondre à à Nicolas Sarkozy par rapport à son histoire de l'Afrique, n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire et tout. Maintenant, ce que j'ai surtout remarqué, c'est le manque de consensus qui a entouré cette élection. C'était la première fois. À chaque fois, c'est par consensus que le secrétaire général est désigné, c'est un Africain. Cette fois-ci, le chef d'État. J'ai même appris que le président ivoirien était très furieux et qu'il a abandonné la salle. Donc c'est à la dernière minute que je crois 5 Ivoiriens que j'ai lu sur Internet. C'est à la dernière minute que il y a eu 5 chefs d'État, je crois, congolais et tout, avec François Hollande. Ils ont pu avoir, en tout cas, un consensus autour de la dame, qui a félicité, d'ailleurs, qui a des très bonnes, des qualités. Ça, il faut le dire. Ok, on va parler de la francophonie, les valeurs qu'elle incarne, mais déjà sur le choix, Michaëlle Jean,
Alexis Calambri, c'est l'atout charme, l'atout femme? Non, je pense que... Quand même, la francophonie doit séduire et ainsi elle doit mobiliser les investisseurs. Beaucoup disaient qu'elle a un aspect sexy. J'irai peut-être pas jusque-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que sincèrement, elle est quand même celle qui a le plus battu campagne. Et très tôt, elle a fait vraiment le tour pour dire qu'elle est candidate, qu'elle a un programme, qu'elle a un agenda et c'était assez légitime qu'elle paye. Je crois que même les Adam ont désisté en sa faveur. Oui, Adam. Je pense que en fait, c'est pas le Canada qui a gagné. Je pense que c'est plutôt le symbole de la diversité culturelle. Parce que Michaëlle Jean, elle est canadienne, c'est vrai, mais elle vient d'Haïti. On peut dire qu'elle vient d'Afrique également. Et si vous voyez son parcours, c'est quand même un gros calibre. Je pense plutôt que c'est la diversité culturelle qui a gagné parce que la francophonie, c'est aussi le respect des autres cultures, je veux dire. Donc je pense que c'est une bonne chose. Tout à fait. Elle est ce condensé-là, haïtienne, d'origine africaine, naturalisée canadienne, Amérique du Nord, mais française par filiation puisque son mari est français. Également, c'est une consoeur puisqu'elle est journaliste en plus, Adam Thiam. Oui, non, mais c'est vrai. Mais le fait qu'elle est française par alliance a failli jouer contre elle. Parce que, comme vous savez, la France ne veut pas occuper le poste de secrétaire général de l'OIF. Mais ce qui a joué, c'est d'abord que Abdou Diouf partait après 12 ans. Le principe de la rotation a joué, ses origines ont joué parce que c'est vraiment une haïtienne canadienne donc métisse. Et puis il y a le poids diplomatique du Canada qui a joué. Tous les autres arguments, dire que l'Afrique a été pénalisée par les candidatures multiples, ce n'est pas un bon argument. Je pense que ce qui a prévalu cette année, c'est le principe de la rotation. Il faut qu'un autre continent succède à l'Afrique. Quand même, il y a un côté paradoxal, quand même, elle avait en face d'elle, Alexis Calambri, 4 Africains. Normalement, pour ce 15e sommet, on aurait dû avoir 2 candidats, Michaëlle Jean d'une part, et un candidat africain d'autre part. Est-ce que ça n'a pas favorisé le fait que l'Afrique est encore sortie perdante de ce 15e sommet? En fait, c'est vrai qu'il y avait comme un manque de consensus des États africains, en ce sens qu'on a vu le major de Buyoya, qui est par ailleurs représentant de l'Union africaine au Mali, et quelqu'un comme Henri Lopez, qui a été candidat de longue date, mais qui n'ont pas pu disons, en tout cas, fédérer suffisamment de consensus autour de leur nom. Donc, je pense que les Africains n'étaient pas assez préparés ou n'ont pas vu aux candidats qui étaient sur la scène suffisamment. C'est vrai qu'à un moment, il a été dit qu'on préparait le président Blaise. Bon, peut-être ça peut jouer. À un moment aussi, on avait entendu le président de Kounda Traoré. On ne peut pas dire que les Africains n'étaient pas préparés. On peut dire qu'ils n'étaient plutôt pas unis. Il n'y avait pas une candidature unique pour le continent. On parlait du président de Kounda tout à l'heure. Il était candidat à un moment, mais je pense que pour pouvoir avoir un seul candidat sur le continent, il a dû retirer sa candidature, ce qui nous mérite d'avoir probablement Adam Thiam ce soir ici. Mais l'Afrique n'a pas été unie, malheureusement. Voilà. Ok, Adam Thiam. Répondre à Serge déjà, oui. Non, mais je ne répondrai pas à Serge. Mais il y a 50 Afriques. Et donc, c'est difficile. C'est vrai qu'on a eu ça par le passé. Sous Conaré à l'Union africaine, à chaque fois, on a essayé d'avoir effectivement une candidature unique africaine pour certains postes. Mais ce n'est pas facile, premièrement. Deuxièmement, je pense que même si on avait une candidature africaine face à Michaëlle Jean pour ce qu'elle représente, donc le continent qui n'a jamais déjà présidé le secrétariat général de l'OIF, ce qu'elle est elle-même, femme de 57 ans, parlant
5 langues, et puis incarnant une espèce de renouveau en faveur des femmes et des jeunes, je pense que c'était plié. En tout cas, pour beaucoup d'Africains, on savait déjà que Michaël Jean était le choix pour cette année. Donc je ne comprends pas toute la comédie qu'il y a eu à Dakar hier et avant-hier pour essayer de choisir quelqu'un qui l'était déjà. Mais n'empêche quand même, Makan, c'est déplorable puisque l'avenir du français c'est en Afrique. L'Afrique c'est 55% des locuteurs de français, et puis même lorsqu'on regarde la représentativité, il y a beaucoup plus de pays africains. On aurait quand même dû assister à cette présence africaine au sommet de la francophonie. Maintenant, le Canada a le beurre, l'argent du beurre, la laitière, puisqu'ils ont également le secrétaire général qui est un Canadien aussi. Oui, tout à fait. Non, vous savez, dans le monde, il y a 274 millions de francophones qui parlent français. Il y en a que 62 millions. Moi, c'est ça mon souci, en fait. Il y en a que 62 millions en France, un peu. Mais on voit toujours la main de la France derrière la francophonie, quoi qu'on dise. Vous voyez, même à Dakar récemment, Hollande, il est venu un peu comme un papa, donner des leçons, il a parlé de démocratie, du Burkina et tout. Alors on a vu qu'est-ce qui s'est passé avant que Blaise ne parte. Moi, je crois que effectivement, l'Afrique a manqué d'unité. Or, comme vous avez dit, l'avenir de la francophonie, c'est surtout en Afrique. C'est nous qui parlons beaucoup plus français. Par exemple, au Gabon, c'est 70% de la population qui parle français. Au Gabon seulement. Donc, si vous dites, c'est presque toute la population qui parle français. Maintenant, pour vous dire, c'est l'avenir de la francophonie, c'est en Afrique. Réellement, c'était une règle non écrite qui disait que le secrétaire général de la francophonie, il était du Sud et l'administrateur était du Nord. Depuis, ça s'est toujours passé comme ça. Cette fois-ci, les gens ne sont juste pas entendus. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu en termes de candidature du professeur John Kounda Traoré, à Blaise qu'on avait promis. Ça, c'est la France qui avait promis la francophonie. Où est la démocratie dans ça? Le président Hollande est allé jusqu'à dire, je l'ai lu, que si Blaise avait accepté, le président Blaise avait accepté d'être secrétaire général de la francophonie, ils étaient capables de déplacer ce sommet à 2015. Voyez-vous que l'Afrique, bon, nous on est là, on suit quoi. Okay. Ça amène ça amène les enjeux, c'est-à-dire que ce qui attend la dame, pas la dame, la nouvelle patronne de la francophonie. C'est une dame, voilà. Oui, pas la dame. C'est une dame. Mais vous savez, vous avez dit tout à l'heure, l'avenir du français, c'est aussi en Afrique. Mais la francophonie, ce n'est pas seulement que défendre le français. La francophonie, c'est une communauté. Et que je parlais tout à l'heure de diversité culturelle. La première chose à laquelle elle devrait penser, c'est par exemple un étudiant dans un pays francophone, lorsqu'il va aller étudier à l'extérieur, il pense à la France. Pour aller à la France, c'est le parcours du combattant pour obtenir un visa pour aller étudier pour les étudiants. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Africains préfèrent aller aux États-Unis ou au Canada au lieu d'aller en France. Et là, donc sur le plan de l'éducation tout à l'heure, bien avant de venir aux affaires, elle a parlé de l'éducation comme base de développement. Je pense que la francophonie, elle devrait se penser là-dessus. Faciliter l'accès à l'éducation, aux cours, à l'enseignement supérieur, aux pays, aux étudiants francophones. Ça peut être l'une de ces tâches. D'accord. Adam qui voulait réagir. Oui, non, mais il ne faut pas oublier non plus qu'elle n'est pas inconnue de la maison. Diouf l'avait recrutée pour être la représentante de la francophonie aux Jeux Olympiques de Londres. Elle est très connue sur ce plan. Et puis, bon, pour tout dire, ce n'est pas le nombre de locuteurs qui est le critère décisif. Certains pourraient dire que le critère décisif, c'est le financement, et la France représente 70% du financement de la francophonie. Et c'était clair depuis les premières interviews de la ministre de la francophonie française que Michaël Jean était positionné. On a vu aussi avec Hollande il y a quelques jours qu'il n'était pas hostile à Michaël Jean. Et puis l'argument que les Africains étaient pénalisés par la multiplicité de leurs candidats. Il faut voir, Michaël Jean était la seule candidate, par exemple, du Canada. Et en principe, on n'aurait dû avoir qu'une voix. Donc, il n'y avait aucune possibilité que
quelqu'un qui ne représente qu'un pays bénéficie du consensus. Donc, ce qu'on a privilégié, à mon avis, au lieu la diversité, bien entendu, mais c'est aussi la mobilité. L'Afrique a fait 12 ans à la tête de l'OIF. Il a passé la main. Je pense que c'est une bonne guerre. Oui, je pense que c'est une bonne guerre. D'accord. Oui, Alexis Calambri. Oui, effectivement, ce qui est en première ligne, c'est l'argument économique. Mais en même temps, la francophonie à ce jour, je ne sais pas si on en arriverait, a beaucoup réussi au plan culturel. Politique, non. Je pense que les faiblesses de la francophonie, c'est au plan politique et économique. Ouais. Donc, j'espère qu'elle aura, en plus de l'éducation, a vraiment axé son mandat sur ces aspects-là. Et justement, nous faisons un tour sur la page Facebook de l'émission Le Débat du dimanche pour recueillir ce post de Dou Nyangado qui dit la francophonie doit prendre l'exemple sur le Commonwealth en devenant un espace économique digne de ce nom et arrêter d'être cette donneuse de leçons de gouvernance au profit de la métropole Macan. C'est ce que Alexis disait tout de suite. Il faudrait réaliser le virage, faire de la francophonie un support, un levier économique. C'est un défi. Non, bien sûr. Et puis, juste pour revenir je crois que le nombre de locuteurs, c'est important, en fait. Parce qu'une langue, c'est quand elle est parlée, si elle n'est pas parlée. C'est pas le seul critère. Non, c'est pas le seul critère, mais c'est le critère fondamental. Une langue, c'est le parler. Oui, mais si on ne parle pas la langue, elle n'existe pas, une langue qui n'est pas parlée. Donc, plus il y a des personnes qui parlent la langue, plus elle est. Donc, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est clair. Maintenant, je crois que. Si elle n'est pas parlée, elle n'est pas une langue vivante, quoi. Elle devient comme du latin. Mais bien sûr, il n'y a pas de langue si elle n'est pas parlée. Je suis désolé. Une langue, même si ça, c'est le parler, si elle n'est pas parler. Maintenant, je voulais dire, quand même, il faut dire qu'Abdou Diouf, sur le plan politique, il a quand même mis en avant la francophonie. On l'a entendu sur des sujets politiques et tout. Mais c'est vrai que c'est sur le plan économique, la francophonie n'a pas pu du tout émerger. Politique un peu quand même. Toujours, il y a par rapport à la francophonie une déclaration dite de Bamako qui condamne les prises de pouvoir par la force et tout. Mais à chaque fois, ça ne va pas loin, Adam Cham. Non, mais en fait, ils font le boulot. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a eu un coup d'État, ils ont suspendu la collaboration avec ce pays jusqu'à ce que l'Union africaine, effectivement, lève la condamnation. Donc, de ce point de vue, la francophonie a vraiment joué le jeu et je pense qu'ils sont sérieux avec la déclaration de Bamako. La question, c'est, pour la francophonie, comme pour l'Union africaine, comme pour l'ONU, c'est quand tu as un coup d'État, qu'est-ce que tu fais? Sauf amener les sanctions, alors que ce dont la démocratie africaine a besoin, c'est qu'en amont, elle soit surveillée pour éviter le genre de rupture qui donne lieu effectivement aux condamnations que nous avons vues ces derniers temps. Mais le Mali était l'un des tout derniers pays à être sous le coup de la condamnation de la francophonie. Ça a été levé effectivement avec le putsch. Ok, Alexis, pour moi, on est à un niveau aujourd'hui où la francophonie, par exemple, doit être capable de proposer une constitution commune aux États africains. Par exemple, au moins à la limite, même si elle n'est pas adoptée partout, qu'elle soit la référence pour tout le monde. Parce que vous avez vu, certains ont eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas voulu respecter la Constitution, d'autres ont des problèmes parce qu'ils voulaient respecter la Constitution. C'est disparate et l'enjeu n'est pas, disons, de venir constater, mais bien de se battre pour que les règles et les principes démocratiques soient les mêmes partout. Il y a un moment où, par exemple, la francophonie pouvait être considérée comme une sorte d'instrument de la France-Afrique. À ce moment, c'était un problème pour une organisation comme l'Union africaine. Donc, la francophonie ne peut pas remplacer l'Union africaine. Le type de projet dont vous parlez, Alexis, c'est peut-être l'Union africaine qui doit le porter. Et on doit dire que ce que Diouf a fait pendant tout ce temps, c'est essayer de faire le maximum pour ne pas entrer en contradiction avec l'Union africaine. Et c'est ce qui fait qu'il sera difficile à remplacer, je crois. Justement, par rapport à Diouf, on a l'habitude d'entendre au Sénégal
que le président Senghor fait partie des concepteurs et Diouf le bâtisseur, le président Diouf auquel hommage a été rendu par notamment les différents intervenants et ici par celle qui va lui succéder donc à la tête de l'OIF, Michaël Jean, que nous écoutons il y a à peine une heure. C'était à l'issue d'une conférence de presse. J'ai appris comme vous le processus, ce qui a conduit à ce choix, et je suis heureuse d'apprendre qu'il a été vraiment appuyé sur un vrai consensus. C'est avec cet enthousiasme que je tiens à avancer comme secrétaire général et en m'appuyant sur l'héritage riche, fort, extraordinaire, le legs du secrétaire général Abdou Diouf. On ne remplace pas Abdou Diouf, on lui succède dans la continuité de son action. Voilà, on ne remplace pas Abdou Diouf, on lui succède. Tout un symbole, Alexis Calambri. En 1989, lors du 3e sommet, Abdou Diouf, il était président et 25 ans après, c'est lui qui donne le flambeau. Ça veut dire que peut-être il y a une vie après la présidence et on peut réussir parfaitement, merveilleusement bien cette vie-là. C'est une leçon pour beaucoup de chefs d'État africains. Oui. Abdou Diouf a quand même su prendre la hauteur à beaucoup de niveaux dans son parcours. Il a de la mesure et effectivement il a su avancer avec méthode et précaution. Et si vous avez vu, on a lu les bonnes feuilles de ses mémoires, où il explique effectivement sa philosophie, sa démarche. Donc je pense qu'effectivement ce qu'elle dit tient en ce sens que l'homme avait une vision. Si vous l'avez vu, sa formation d'administrateur qui venait après les colonisateurs lui a fait une certaine ouverture, mais il a quand même su à chaque fois prendre la hauteur et du recul. Il faut quand même relativiser les choses. C'est parce qu'il a été battu à une élection présidentielle. Il ne s'est pas accroché. Il ne s'est pas accroché, oui, mais il ne pouvait pas s'accrocher. L'élection était démocratique. Il a félicité le vainqueur. Voilà, donc il était candidat, il était élu, donc peut-être qu'il ne serait pas venu à la francophonie. Mais effectivement, la leçon qu'on peut tirer, c'est qu'après le pouvoir, il y a véritablement une vie. Moi, ce qui m'a frappé, c'est ce que disait tout à l'heure la secrétaire générale de la nouvelle patronne de la francophonie, pas la dame. C'est qu'elle dit, elle donne vraiment l'impression d'être quelqu'un de déterminé. Est-ce que vous voyez? Moi, ça m'a frappé. Et peut-être que, on ne remplace pas Abdou Diouf, c'est bon procédé, change de bon procédé. Je pense qu'elle devrait pouvoir réussir. Magan connaît sur cette question. Bon, je crois que la dame qui a remplacé Abdou Diouf, elle n'est pas mal du tout. Je crois que la dame qui succède à Abdou Diouf. Qui l'a remplacé, qui l'a succédé, c'est elle qui dit. En tout cas, ses propos, c'est vraiment, elle prend de la hauteur et puis réellement, elle marque déjà, un point. C'est-à-dire qu'elle prend déjà, elle prend ses marques et puis on sent que c'est pas n'importe qui a une grosse tête. Elle prend pas des airs parce que la dame, parce qu'elle a remplacé Abdou Diouf. Non. Elle prend ça avec beaucoup d'humilité, c'est extrêmement important. Même si c'est pas un territoire, c'est un territoire africain, elle est en face du chef d'État africain et tout. Vous voyez, même sa façon de prendre la parole, elle dit qu'on l'a appris, elle a été informée. C'est-à-dire que c'est pas la grosse tête, c'est rien, c'est beaucoup d'humilité et je crois que c'est important pour une responsable. Oui, Ramcham. Non, mais c'est vrai que les hommages à Abdou Diouf sont mérités. Ceux qui l'ont approché savent que c'est un homme de retenue, un homme d'écoute. Mais vraiment, il y a un seul mot qui, pour moi, le qualifie, c'est majesté. Mais au-delà de Abdou Diouf, c'est peut-être le Sénégal qui gagne encore une fois. On a vu, quand Senghor partait, il y a eu tous ces hommages-là. Et il y a eu des avenues, des écoles au nom de Senghor quand il était vivant. Et aujourd'hui, on voit que Macky Sall
donne à la salle de conférence le nom de Abdou Diouf, et c'est très rare de voir ça dans le continent où tous les compliments, toutes les distinctions sont généralement posthumes s'agissant de chefs d'État. Je pense que c'est le Sénégal qui nous donne encore une leçon de... Dans nos pays, l'alternance est nécessaire, Tangara, le monsieur Tangara. Dans nos pays, l'alternance est nécessaire. Mais il faut créer aussi les conditions de l'alternance. Vous voyez ce qui s'est passé récemment au Burkina Faso. Dès que Blaise est parti finalement, qu'est-ce qu'on a dit ? On va le pourchasser, on va demander son extradition. Ça ne sécurise peut-être pas les chefs d'État à partir. Il faut baliser les alternances dans nos pays. Et je rejoins Adam qui dit qu'au Sénégal, ça donne un véritable exemple. Oui, il y a aussi ce discours de François Hollande qui a donné toute une définition de qu'est-ce que c'est qu'un homme sage, qu'est-ce que c'est qu'un homme d'État. Alexis Calambri, un commentaire là-dessus. Ça a dû peut-être fâcher beaucoup de chefs d'État qui se sont reconnus dans les propos de François Hollande. Je pense qu'il a une posture à la limite qui lui permet de prendre les gens par les noms ou de les voir en aparté. Je sentais souvent du populisme, en ce sens que il a d'autres moyens de pression. Et je pense encore à ce jour qu'il y a des choses qui seront difficilement faites chez nous si la France veut vraiment que ça n'ait pas lieu. Mais pour le commun des mortels, il est important que les principes soient, répétés. Et en ce sens, on peut comprendre Oui, il y a d'autres moyens de pression, Magankone, mais si Hollande le dit comme ça publiquement, ça veut dire qu'il y a une rupture, un changement fondamental dans les relations entre l'Afrique et la France dans certains domaines. Moi, je crois qu'il le faut. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est après coup qu'on sent les chefs d'État, on sent les responsables de puissance et tout. Pour Hollande, je l'avais dit au début de mes interventions, c'est juste le cas du Burkina. Mais il est allé jusqu'à la dernière minute, tout le monde savait que Blaise Compaoré était... Mais il est en train de mettre en garde les autres. Oui, mais c'est trop tard. Je dirais que même malgré cette mise en garde, on va attendre, ça va se passer encore, il y a des États, le Congo et tout. On ne va rien faire en amont. C'est après qu'on va dire... on va parler de... Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse? Qu'il envoie d'autres lettres comme celle du 7 octobre? Non, mais je crois qu'il faut faire attention quand même. Il ne faut pas qu'on vienne nous donner des leçons en Afrique. Vous savez, c'est clair. Je n'ai pas dit... J'ai pas fini. Oui, mais j'espère que tu vas finir. Parce que je vais dire ce que je vais dire après. Blaise, en ce qui concerne Blaise Compaoré, le président Hollande lui écrit bien avant. Donc, je ne vois pas en termes de propos diplomatiques, il faut plutôt dire que les pays africains auraient dû parler à Blaise. Au lieu de parler de la France n'est pas le gendarme d'Afrique. Mais ils n'ont pas fait le papa parce qu'il a écrit à M. Blaise Compaoré en lui suggérant de ne pas modifier la Constitution. Lui, au moins, il l'a fait, mais aucun autre chef d'État africain l'a fait. Il faut arrêter de vouloir penser que ce sont les autres seulement qui doivent nous donner des bonnes leçons et que les dirigeants des pays voisins n'ont pas le droit de dire aux voisins, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Quel est le chef d'État africain qui a parlé à Blaise? Non, je crois qu'on n'a jamais dit ça. Mais bien sûr. On parle de François Hollande. Mais bien sûr, François Hollande a écrit. On n'a pas parlé de la position d'un voisin. On n'a pas parlé de la position d'un voisin du Burkina. On parle aujourd'hui de François Hollande. D'accord, donc concluez, Magan, on va donner la parole à Dame Moi, je veux dire qu'il faut... C'est de deux choses l'une. Les puissances qu'elles nous laissent gérer nos affaires. C'est tout. Maintenant, comme le Burkina a fait. Maintenant, il ne faut pas qu'avant, on dise des choses et qu'après, on vienne faire le papa pour dire les chefs d'État, 2 mandats c'est trop, 3 mandats c'est trop, qu'on nous laisse gérer ça, nous, Africains. Ok, tout. Adam Tcham. Les gens ils vont parler dans ces cas. On ne peut pas dire que sur l'Afrique, par exemple, Hollande n'est pas sincère. On l'a vu sur le Mali, on l'a vu sur la République centrafricaine. Il n'y a pas de doute qu'il porte, en homme de gauche, il porte l'Afrique au cœur de son combat. Mais il y a un risque aussi
démagogue ou de transplanter sur le plan de la francophonie une querelle simplement franco-française. On l'a vu par exemple dans sa réponse à Nicolas Sarkozy quand il disait que l'Afrique est bel et bien dans l'histoire. C'est simplement se focaliser sur une partie du discours de Sarkozy, qui est une partie malheureuse, qui a valu effectivement de célèbres levées de boucliers, mais il y a une autre partie de ce discours, donc le plaidoyer pour la jeunesse, le plaidoyer pour la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, dont on ne parle pas. Donc il fait, à mon avis, que le discours de Dakar, pour moi, qui est pourfendu, n'est pas un si mauvais discours que ça. Et puis l'autre chose, c'est que c'est étonnant que ce soit seulement François Hollande, comme chef d'État, qui a cru devoir parler de l'alternance constitutionnelle. Les autres chefs d'État étaient là et ils n'ont rien dit. Même pour le Burkina, il faut dire que François Hollande s'y est pris relativement tard et y est allé de manière très molle avec une lettre, alors que quelques mois auparavant, l'administration Obama avait déjà dit très clairement. Oui, une dernière question là-dessus, Alexis. Par rapport à la réponse à Sarkozy, d'aucuns pensent que c'était de la com, puisqu'au même moment, Sarkozy est en train de se faire élire à la tête de l'UMP, et que même peut-être aujourd'hui, que vaut le discours d'un président français au plus bas dans les sondages? Non, moi, je ne désespère pas de voir le président Hollande remonter au moment opportun. C'est une bête politique, si je peux me permettre l'expression. Mais pour revenir à ce que disait Adam par rapport à ça, il y a eu une transposition d'une politique ou d'une question franco-française au plan de la francophonie. Et effectivement, c'était le lieu, je pense qu'il devait le dire. Il y a eu, Adamba a conduit toute une équipe d'historiens qui ont produit vraiment un document de belle facture pour rappeler tout le rôle joué par l'Afrique. Que dans l'histoire. Voilà. Qu'il y est resté. Voilà. Donc, il n'est pas resté. Il faisait de la politique intérieure à l'extérieur. Ok, Alex Ferrer. Voilà. Deuxième thème de cette émission, Nigeria avec ce carnage à Kano. Près de 100 personnes ont péri vendredi lors d'un attentat suicide perpétré contre les fidèles de la grande mosquée. On le sait, l'émir de la ville est réputé pour ses positions anti-Boko Haram. Makan Koné, on doit peut-être plus continuer à appeler Boko Haram secte islamiste si il continue à perpétrer des attentats. Maintenant, ce ne sont plus des églises, mais c'est à l'intérieur de mosquées. Tout à fait. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la prise de position de l'émir de Kano, Mohamed Sanoussi, je crois, qui n'était pas sur place vendredi, mais qui est rentré samedi et qui a dit clairement qu'ils ne seront pas impressionnés. Et qui a conduit la prière le même jour, samedi soir. En fait, c'est courageux, c'est réconfortant, et puis ça met même ces populations à l'aise. Pendant que son président, qui brigue un nouveau mandat, est en train de parler que les Nigériens s'unissent pour lutter contre Boko Haram et tout, mais surtout, ça prouve que le Nigeria ne peut pas lutter contre Boko Haram. Du tout. Alexis Kalambri. La question est, de mon point de vue, au niveau où il faut s'interroger franchement sur les vraies motivations, parce que ça va dans tous les sens. Ce n'est plus, disons, à la limite, une opposition à ceux qui ne partagent plus la même foi, mais on attaque ceux qui partagent la foi, et pire, on va jusqu'à profaner des lieux de culte. Je peux ne pas être d'accord avec une obédience, mais le lieu de culte nous est commun. Donc, commettre des attentats dans des lieux de culte et avec un tel carnage et, disons, le témoignage que ces gens n'ont pas d'idéologie religieuse en réalité. Donc, je pense qu'il faut vraiment approfondir la question. Je suis d'accord. Pour la première fois ce soir, je suis d'accord avec le jeune Makan Koné, parce que finalement, le Nigeria montre qu'il ne peut pas lutter seul contre Boko Haram. Ça, c'est un. La deuxième remarque que je souhaitais faire, c'est que ce ne sont pas des musulmans. Les musulmans ne font pas ça. La troisième remarque, et j'en aurais terminé, c'est qu'ils veulent régner par la terreur. C'est-à-dire qu'ils veulent terroriser tout le monde.
Vous allez voir, ils sont venus à Kano, les villes qui vont être à côté vont se méfier, et finalement, ils vont distiller à dose homéopathique et ensuite à dose de cheval rapidement leur idéologie. C'est un danger d'abord sous-régional, parce que le Bénin est à côté, le Niger est à côté, le Mali est à côté. Nous savons qu'il y a des éléments de Boko Haram dans le nord du Mali. Donc, franchement, je pense qu'à ce stade-là, il faut vraiment une riposte sous-régionale et voire internationale. Lorsqu'ils ont enlevé les filles, les fillettes, les lycéennes à l'époque, si vous vous souvenez, les Américains, les Français avaient dit, nous allons aider le monde à les libérer. Les fillettes n'ont toujours pas été libérées. Donc c'est un danger, vraiment, aujourd'hui, il faut que la sous-région, il faut que la communauté internationale se réveille enfin, parce qu'on constate jusque-là la communauté n'était pas réveillée. Adam Thiam. Mais, par exemple, le Nigeria est théoriquement une des meilleures armées du continent avec 150 000 hommes, beaucoup de moyens, mais on voit effectivement qu'elle peine à lutter contre Boko Haram. Peut-être la question c'est... Et d'ailleurs, il y a même un gouverneur qui a dit que l'armée nigériane fait même partie du problème parce qu'on ne la voit qu'après les attaques et quand elle vient c'est pour mettre des barrages qui vont davantage effrayer la population. Mais toute la question est de savoir est-ce qu'une armée classique, une armée conventionnelle peut lutter contre un phénomène comme Boko Haram. Est-ce que le Nigeria seul peut et qu'est-ce que nous risquons aussi, par exemple, nous ne comptons pas au Nigeria le phénomène Boko Haram au niveau de la sous-région parce qu'on voit que le Nord Cameroun est souvent victime des attaques, le Tchad a peur, le Niger subit l'onde de choc et donc c'est un peu la géopolitique de la menace qui est aujourd'hui effrayante. Mais sinon, ce qu'on ne comprend pas c'est qu'est-ce que Boko Haram cherche. Le Nord, il y a 12 États au nord du Nigeria qui appliquent la charia et Kano applique la charia même au niveau du pénal. Et pourtant, il a subi l'une des attaques les plus sauvages de Boko Haram, quelques jours seulement après que 48 commerçants aient été tués. Et le bilan est extraordinaire. Je crois que ça fait quand même déjà, depuis 2009, 13 000 morts, et puis 1 500 000 déplacés. Et peut-être ce qu'on doit voir, c'est est-ce que l'objectif de Boko Haram, ce n'est pas d'avoir vraiment un califat, un État islamiste. Un tour sur la page Facebook, le débat du dimanche. Souleymane Diarra qui dit la lutte contre Boko Haram ne se fera pas en Afrique, mais au Moyen-Orient, auprès des richissimes Qataris. Serge Daniel. Enfin, vous m'interrogez comme si je suis au Qatar, mais on a appris ça. C'est-à-dire qu'il est évident qu'au stade actuel, on peut penser qu'ils ont des soutiens financiers de l'intérieur, mais surtout de l'extérieur. Et donc que les gens accusent, il y a des livres qui ont accusé le Qatar, voyez-vous, de soutenir ce genre d'extrémisme en Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment regrettable. Au Nigeria, ce qu'on soupçonne, c'est que Boko Haram a souvent partilé avec des politiciens du Nord. Oui, mais à ce stade-là, quand même, Adam, c'est quand même impressionnant. Je dois dire qu'à ce stade, si c'est le cas, c'est extrêmement grave et c'est étonnant. C'est-à-dire, on ne sait plus à quel type d'animal on a affaire par rapport à Boko Haram. On pensait qu'avec la mort de Mohamed Youssouf parce qu'il est vraiment mort. Lui, il est mort, mais Shekau vit. Mais l'onde de choc est devenue beaucoup plus importante après Maïdougouri qu'avant l'attaque. Avant de parler Mali. Et dire que le président Goodluck avait fait croire à tout le monde à un moment qu'il avait même signé un cessez-le-feu. Ça montre un peu la naïveté de certaines de nos autorités. Ces gens, on ne peut pas avoir de cessez-le-feu avec eux. Non. Okay. Mais lui faisait ça pour des raisons simplement électoralistes. Troisième et dernier thème de cette émission, initialement prévu pour jeudi dernier, la signature du préaccord devant sanctionner les pourparlers intermaliens n'aura lieu qu'en janvier 2015, en tout cas à l'issue du round qui doit commencer en janvier 2015. Makan Kone, est-ce qu'on peut toujours dire que la paix est à portée de main ou est-ce qu'elle s'éloigne progressivement à travers le fait que nous soyons dans l'attente encore de ce préaccord qui devait être signé normalement avant fin novembre 2014? Moi j'espère qu'elle est à portée de main, la paix. Ça c'est dans notre intérêt, tous ici au Mali.
Mais il se trouve qu'on avait prévu de signer un accord, je crois, en octobre, ça n'a pas eu lieu. On avait dit décembre un préaccord, en tout cas un préaccord, et que l'accord lui-même sera signé à Bamako, au Mali en tout cas, sur le territoire malien. Mais pour le moment, il n'y a rien de tout ça. Le dernier round, c'est, à mon avis, un échec total. Les gens ils sont allés, il n'y a eu aucune avancée, à part le document que la médiation a proposé, et que moi, je n'ai pas beaucoup aimé, parce que moi, je crois que l'avant-dernier document qui parle d'éléments de proposition était à la limite un peu plus favorable au Mali même que ce document. J'ai lu des trucs sur lesquels je ne vais pas revenir ici, mais qui ne sont pas très très favorables. Je dis que c'est plus... On accorde carrément une autonomie. Moi, je crois que ça va être difficile d'avoir... ça va être difficile que ce document-là soit signé. Pourquoi vous ne dites pas décentralisation poussée au lieu d'autonomie? Ce sera... Oui, il y a deux faits. Il y a d'abord, effectivement, les négociations, ce qui s'est passé à Alger courant cette semaine, et même pas le communiqué de la médiation qui, à la limite, est optimiste, qui apaise. Mais franchement, toute la semaine, il n'y a même pas eu d'avant, mais il y a plutôt recul parce que les mouvements armés sont revenus, disons, à un statu quo ante. Ils ont proposé des choses. Ils ont voulu ramener sur la table des débats qui étaient déjà passés. Il y a eu beaucoup d'enlisement. C'est vrai que le communiqué même se veut optimiste, mais la réalité est tout autre. Il y a quand même eu on le sait d'Alger, à un moment, le ministre de la délégation malienne a dû hausser le ton en disant « Nous ne sommes pas mandatés pour discuter notamment du fédéralisme ». Je pense que ça a buté notamment sur ça. Donc la partie algérienne a produit un nouveau document. Au début des négociations, les Algériens disaient dans 100 jours, nous allons avoir visiblement un accord. Je me souviens, j'ai gagné ce pari sur Adam, mais malheureusement encore, j'avais dit, moi je ne voyais pas d'accord avant décembre ou à janvier, si vous vous souvenez. C'était brutal, je l'avais dit. Parce que les négociations, ce n'est pas facile. Si vous prenez le document, l'avant-dernier et le dernier document, moi, il y a 3 choses qui me frappent rapidement. Vous avez la création d'une deuxième chambre, qui est le Sénat, on parle de ça. Vous avez ensuite le ratio député-population, ce ratio est de 1 député pour 60 000 habitants, mais pour le Nord, on propose dans le nouveau document un ratio d'1 habitant pour 30 000 habitants, un député pour 30 000 habitants. L'autre chose qui m'a frappé, j'en aurais terminé, c'est quand même l'Assemblée régionale, donc élue au suffrage universel, le président est élu au sein de l'Assemblée régionale, mais le président de l'Assemblée régionale devient le représentant de l'exécutif. Donc c'était l'une des propositions, je crois, de M. Tchébile Dramé, qui demandait l'élection du gouverneur. Donc je pense qu'il y a des concessions qui sont faites de part et d'autre. Le document n'est pas parfait, et donc les négociations vont reprendre en janvier, et on verra un peu plus clair à ce moment-là. Adam Cham. C'est-à-dire que peut-être 2 choses déjà sur la forme. On ne va pas avec Alger. On ne va pas à Alger avec des documents. On revient d'Alger avec des documents. Ça, c'est un peu étonnant. Et puis, si on regarde un peu le nombre, la qualité des gens qui y vont, ça donne plus l'impression d'une ziyara qu'autre chose. Et si on revient sur le terme de la mouture actuelle, sous la mouture actuelle, on est quand même loin, à mon avis, si on regarde un peu ce que Mali Tetla, la société civile malienne veut, on est encore loin d'un accord, parce que les concessions majeures qu'on doit faire au groupe armé implique une révision constitutionnelle au Mali, donc un référendum. Je ne sais pas si un gouvernement peut faire ça. C'est-à-dire pour faire un accord avec une partie du pays, comment est-ce qu'on peut prendre le risque, effectivement, d'amener une révision constitutionnelle, un référendum à l'issue déjà, d'ailleurs, très, très, très improbable. Et puis, on regarde un peu les éléments de langage. On fait tout pour éviter des termes comme décentralisation. Décentralisation est remplacée par processus de gouvernance dans lesquels les gens se reconnaissent. Mais ça peut
être le fédéralisme, ça peut être autre chose. Donc le document ouvre encore vraiment, à mon avis, la boîte de Pandore. Et il y a des changements dont le pays a besoin. Et ça a été constaté par la commission d'Aba. Il y a des partis comme le parrainage qui l'ont fait, etc. Et ça, c'est indépendant du processus d'Alger. Je pense que pour ce qui est de la décentralisation, de l'administration, enfin des agences régionales du développement, du mode de désignation des gouverneurs, etc. Peut-être il faut que simplement le pays planche à l'issue d'un forum national sur les réformes qu'il faut faire, et puis après les mettre en cheville avec ce qui se passe à Alger. Ce qui veut dire que l'urgence n'est pas vraiment d'avoir un accord à Alger qui n'est pas opérationnel parce que c'est une révision constitutionnelle que ça prend pour que ce soit opérationnel. L'urgence, c'est de faire les changements institutionnels qui permettent à Alger d'avoir un peu de lisibilité. Ok, mais bon, on pensait qu'il y avait espoir quand on écoutait les différentes parties, surtout les mouvements armés qui ne remettaient plus en cause l'intégrité territoriale, le caractère laïque et républicain de l'État, mais finalement c'est du dilatoire, alors qu'on sait aussi que les agences régionales de développement, on avait parlé de janvier 2015, tout cela va être compromis. Oui, jusqu'à une autre perte de temps. Non, on ne fait que perdre du temps en réalité. Jusqu'à la signature d'un accord, tout ça est remis en cause pour le moment. Mais que ça, même au sud, beaucoup de choses sont remises en cause. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui attendaient la signature d'un accord et tout. On a parlé à un moment même du changement de gouvernement après la signature des accords, parce qu'on s'est dit que de l'autre côté, sûrement qu'on va intégrer une ou deux personnes dans le nouveau gouvernement. Je me dis que tout ça va être remis en cause. C'est le pays qui accuse du retard. Mais là, il y a également que même la médiation hésite un peu, n'est pas à la limite courageuse. Moi, j'ai vu les textes, ils parlent, quand ils veulent parler d'Azawad, ils disent que d'aucuns appellent Azawad ou d'aucuns appellent le terme d'Azawad. Vous voyez, c'est pas ça aussi une médiation. Il faut avoir une position. Mais là, c'est vrai qu'on ne partait pas avec des documents un peu par rapport à mon grand frère, mais on va avec des propositions. C'est clair, comme le ministre Diop l'a dit, il n'a pas mandat pour fédérer le Mali à qui que ce soit. C'est des propositions sur lesquelles le pays, la délégation n'a pas... Non, j'ai compris. Non, c'était juste... On n'a pas besoin de mandat, on n'a pas besoin de dire ça. En faisant des propos diplomatiques, vous dites je ne suis pas d'accord. C'est ce que le ministre veut dire. Mais en revanche, ce que vous disiez tout à l'heure, il faut préciser dans le document, dans le dernier document, il faut préciser qu'il est écrit noir sur blanc que le Mali, la souveraineté du Mali est reconnue, l'intégrité territoriale est reconnue. Ça n'a pas été remis en cause dans le nouveau document. Je voulais préciser. Il y a des points très subtils qui accordent certains privilèges, certaines prérogatives aux gens disons, excusez-moi, en tout cas à cette population, ça peut être très dangereux. Même quand ils les autorisent pratiquement à appeler cette zone Azawad. Et après, maintenant pour rectifier... C'est dit une zone que certains appellent Azawad. C'est ça le problème. Oui. Maintenant, après ils disent que bon, une ou deux régions ou toutes les régions peuvent s'appeler par l'appellation. C'est pas ça. En fait, il ne faut pas qu'on nous fasse signer un document comme ça, et puis après on va revenir aux armes et tout. Non, ça c'est ça qui est dangereux. Okay. Alexis Kalambri, ensuite Adam. Il est évident qu'il faut la paix, il est évident qu'il faut négocier, il faut faire des concessions, mais je pense dès l'entame, il faut être clair et précis sur les termes. Et effectivement, le document a des ambiguïtés et sans vouloir contenter les positions, avec des termes que chacun peut exploiter dans le sens qui l'arrange. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus de précision, beaucoup plus de cohésion avec des notions, des propositions et des termes. Oui. Alors, est-ce que dans cette phase-là, il faudrait se dire que, bon, construisons la paix, ça peut prendre le temps que ça doit prendre, mais soyons patients vers une paix définitive, pérenne, constante, qui ne sera plus jamais remise en cause. C'est-à-dire il ne faudrait pas insister sur le dilatoire. Il faut éviter d'avoir deux Mali. Celui auquel on fait des concessions au nord et celui auquel on ne fait pas de concessions. Par exemple, le document, la mouture actuelle dit que le chef de l'exécutif régional, il est élu. Pratiquement, c'est ça qui est dit. C'est clair. Alors, pourquoi ce serait valable pour les régions nord
et pas pour les autres régions. Et en même temps, ce n'est pas une revendication maximaliste. Il y a beaucoup de gens, y compris au Sud, qui pensent que c'est une étape de la décentralisation qui demanderait ça. Et donc c'est ça qu'il faut peut-être, c'est sur ces textes-là qu'il faut travailler en même temps ou avant Alger, pour que Alger ne paraisse pas comme une capitulation du Moi, je voulais parler gouvernement du délai. Mais l'autre chose, c'est quand même qu'il est important de voir, c'est que dans l'accord de Ouagadougou, il n'y avait même pas cette dénomination que certains appellent Azawad, ça n'existe pas. Et donc ça fait qu'effectivement, ce que Tchébren Dramé a dit, donc la situation actuelle est le reflet du rapport de force et est rigoureusement vrai. Très rapidement, moi je voulais parler des rapports de force sur le terrain, c'est-à-dire que sur la durée des négociations, on ne va pas passer toute la vie à négocier également, parce que plus on négocie, plus on perd le temps, parce qu'on perd du temps à négocier. Il y a des points sur lesquels on aurait pu se mettre d'accord depuis. C'est que la situation se dégrade quand même sur le terrain, que ce soit dans la région de Gao, dans la région de Kidal, la région de Tombouctou. L'administration est quand même fonctionne au ralenti, si vous voulez. L'administration fonctionne au ralenti, les activités n'ont pas véritablement repris, donc il faut qu'on quand même se fixe un deadline, comme on le dit, pour aboutir à un accord pour pouvoir faire décoller le nord du Mali. Parce que si vous ne faites pas ça, au même moment, vous avez les terroristes qui s'installent, l'insécurité qui s'installe, des meurtres par-ci par-là. Et donc il faut dire que dans 10 jours ou dans un mois, nous devons pouvoir signer et justement dire aussi à l'État de ne pas se laisser divertir parallèlement au pourparlers à la négociation, de continuer le réarmement moral, matériel de l'armée. C'est sur ce que prend fin ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Makan Kone de Nouvelle Libération et Serge Daniel, le journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. Le débat continue sur notre page Facebook. À la semaine prochaine. Merci.